Mesdames et messieurs, mes chers collègues, avant de débuter cette audition, permettez-moi d'avoir un mot et une pensée pour cette jeune fille qui s'est donné la mort dans le Puy-de-Dôme. Il apparaît qu'elle était accueillie auprès de l'aide sociale à l'enfance. Cette tragédie est intervenue dans un hôtel social. C'est d'autant plus grave à mes yeux, et je pense parler au nom de tous et toutes ici, que nous avons voté l'interdiction de l'hébergement hôtelier en 2022. Depuis lors, il apparaît que les décrets transitoires n'ont pas été pris. La loi s'appliquera donc de plein droit, mais seulement à compter de demain. C'est nous tous qui devons le reconnaître, c'est un échec collectif. Des parlementaires dont je suis d'avoir accepté lors des débats sur la loi Taquet de 2021-2022 la mise en œuvre de mesures transitoires de manière réglementaire et pas dans la loi. De l'État de ne pas avoir pris les textes réglementaires transitoires pour accompagner les opérateurs, des départements qui opèrent la protection de l'enfance, des associations, des éducateurs, bref, notre société a failli. Je vous informe que j'ai appelé l'attention de Madame la ministre des Solidarités sur ce sujet de l'hébergement hôtelier, lui suggérant de passer en revue, dans un dialogue constructif avec les départements, les obligations qui leur incomberont à partir du 1er février, soit demain. Et donc, c'est en étant bien consciente de ces dysfonctionnements à tout niveau que la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Après avoir entendu les représentants des avocats sur la question de la prise en charge judiciaire en décembre dernier, nous auditionnons à présent les représentants des magistrats. Nous accueillons aujourd'hui Madame Alice Grunenwald, première vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal pour enfants de Saint-Étienne et membre de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Monsieur Jérôme Bert-Dupré, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Bobigny et référent en matière de violence intrafamiliale. Monsieur Olivier Caracoche, procureur de République près du tribunal judiciaire de Dijon. Et monsieur Jean-Pierre Rosenweg, magistrat honoraire, membre du bureau du Conseil national de la protection de l'enfance. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Les magistrats, et en particulier les juges des enfants, sont un pilier de la protection de l'enfance en danger. Conformément à l'article 375 du Code civil, le juge des enfants est saisi des situations dans lesquelles l'environnement du mineur représente une menace pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Il peut être saisi notamment par le parquet, qui est destinataire des signalements transmis par le président du conseil départemental ou toute autre personne qui fera un signalement. En parallèle, le juge aux affaires familiales intervient dans les décisions relatives à l'autorité parentale et à la tutelle. L'articulation entre ces deux magistrats n'est pas toujours comprise de nos concitoyens. Je vous demanderai donc, après votre moment introductif, si vous pouvez nous expliciter les relations entre les juges aux affaires familiales et les juges des enfants, et comment surtout on peut améliorer les choses pour que ces deux magistrats disposent de tous les éléments nécessaires à la mise en sécurité des enfants. La mise en place des pôles spécialisés dans la lutte contre les violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et cours d'appel depuis janvier, pensez-vous que ça favorisera cette coopération ? Concernant les demandes de protection des enfants, on constate une augmentation des mises sous protection. Comment cela se traduit-il pour vous en termes de délai de saisie, de suivi de l'exécution de vos décisions, en termes de délai, mais aussi de respect de vos décisions? Et quelle place doit être donnée à l'avocat dans ces procédures? Nous avons voté dans la loi la réflexion du tiers digne de confiance au moment de la décision d'une mesure éducative. J'aimerais savoir comment cela se met en place dans vos tribunaux. Enfin, nous aimerions connaître votre position sur certains sujets spécifiques. Concernant le traitement des plaintes pour viol et agression sexuelle, la Civis propose de nombreuses recommandations et notamment une meilleure prise en compte de l'enfant durant le procès. Comment améliorer leur parcours et mieux prendre en compte leurs paroles? La justice doit-elle être plus soutenante dans les UAPED, à l'instar de ce qu'elle fait notamment dans les UMJ? La Civis recommande également la création d'une ordonnance de sûreté de l'enfant, permettant au juge aux affaires familiales de statuer en urgence sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas d'inceste vraisemblable. Inspirée de l'ordonnance de protection contre les violences conjugales, cette mesure viserait à protéger efficacement l'enfant victime tout en assurant un débat judiciaire équitable. Pourriez-vous nous indiquer ce que vous pensez de cette mesure? Enfin, lors de notre audition de l'Office des mineurs, ce dernier a suggéré d'ajouter les cousins dans la liste des auteurs de viols et agressions sexuelles qualifiés d'incestueux, défini à l'article 222-22-3 du Code pénal. J'aimerais vous entendre sur ce point-là.
Je vous propose, mesdames et messieurs, que vous ayez une introduction liminaire de quelques minutes et de pouvoir commencer à répondre à nos questions. Ensuite, je passerai la parole aux députés présents. L'essentiel étant que tout le monde puisse s'exprimer. C'est pour ça que je suis parfois un peu contraignante dans les durées. Je vous remercie. Donc, qui veut débuter? Oui. À 15h, avec Michel Perroux, nous sommes auditionnés dans le cadre de la commission et on serait obligé de partir. Voilà, c'est juste... Nous en excusons. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit efficace dans les timings et je serai très pénible et vous me connaissez que je suis très pénible sur ces moments. Honneur aux dames. J'avais préparé un propos liminaire. Vous souhaitez que je réponde aux questions dans le propos liminaire ou... Simplement, dans le propos liminaire, je voulais indiquer, mais on le sait tous, que la société a pris progressivement conscience des impacts graves des violences faites aux enfants sur leur développement, mais quand même que cette prise de conscience, elle est récente. On sait que le droit de correction accordé aux parents était quand même encore, sous certaines limites bien sûr, a quand même été encore présent jusqu'à la loi du 10 juillet 2019 qui est relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Et concernant les violences sexuelles, là encore, elles ont fait longtemps l'objet de déni et la libération de la parole des victimes est récente. Leur traitement judiciaire s'améliore peu à peu, mais a été pendant longtemps fortement négligé. Bon, tout ça, vous le savez déjà, mais c'est vrai que nous, juges des enfants, on est en première ligne concernant le repérage, mais aussi le traitement des violences faites aux enfants. Et on constate chaque jour la nécessité d'améliorer les dispositifs permettant de lutter contre ces violences. Alors, on est plutôt satisfait que les textes aient évolué en faveur de la prise en compte de la parole des enfants et de la protection en cas de violence, notamment avec le développement des UAPED, la prise en compte des violences conjugales comme motif de retrait de l'autorité parentale en 2016, la possibilité aussi, dans certains cas, de suspendre l'autorité parentale ou les DVH d'un parent dans le cadre d'une procédure pénale en cours, ou encore les ordonnances de protection qui peuvent être utilisées par un parent également pour protéger son enfant des violences de l'autre parent. Mais on voit bien qu'il y a de nombreux manquements qui existent encore dans le traitement de ces violences faites aux enfants, à la fois concernant le repérage, la prise en charge, le traitement judiciaire de ces violences, et par-dessus tout, et mon propos liminaire, ce serait peut-être celui-là, la prévention. Alors, je ne sais pas si je développe les autres points, parce qu'on y reviendra peut-être dans les débats sur le repérage, la formation, etc., mais on peut y revenir plus tard si vous souhaitez. Oui. Alors, sur le repérage, évidemment, il y a toute une question de formation des acteurs qui doit être développée, mais aussi toutes les actions de prévention et d'information dans les écoles, dans les centres sociaux, auprès des enfants, notamment les enseignements sur la sexualité, les formations comme Mon corps et mon corps, qui sont des choses qui permettent la libération de la parole pour les enfants. Concernant tout ce qui est prise en charge et traitement judiciaire, je donne quelques idées, mais après on y reviendra dans les débats, je suppose. Il y a une véritable difficulté qui est liée aussi à l'amélioration significative des délais de traitement des enquêtes pénales concernant les violences conjugales, et ce qui a eu un effet sur les enquêtes pénales concernant les mineurs, puisque effectivement les services qui sont en charge de ces enquêtes pénales ont vraiment accéléré le traitement pénal des violences conjugales, et parfois au détriment des enquêtes concernant les violences faites aux enfants. Et ça, vraiment, ça nous a beaucoup préoccupés sur les dernières années, avec des délais de traitement de ces enquêtes qui sont extrêmement longs parfois, et qui créent aussi du retard parfois dans les mesures de protection mises en place pour les enfants. Pour nous, c'est quand même un très gros enjeu. L'autre enjeu, et on en reparlera puisque ça fait partie de vos questions, ce sont les mesures d'accompagnement des familles et des enfants, puisque sur de nombreux territoires, et ça n'est pas que la question des hôtels pour les MNA, ces mesures ne sont pas mises en place ou très tardivement. Également, il y a des améliorations à apporter dans la coordination entre les acteurs. On verra ce que donne le pôle violence intrafamiliale. Dans la nomination plus systématique d'administrateurs ad hoc, l'examen plus systématique de l'opportunité de statuer sur l'autorité parentale dans le cadre d'un procès pénal d'un parent. Tout ça, c'est des pistes d'évolution du traitement. Mais surtout, nous sommes alarmés par l'absence de réelle politique publique de prévention des violences faites aux enfants. Elles sont aujourd'hui mieux prises en compte, mais essentiellement sous le prisme de l'action pénale et de la répression.
Pourtant, les violences éducatives ordinaires qui ont été tolérées, voire acceptées dans notre société jusqu'à une époque très récente, sont encore bien présentes. Par exemple, les Québécois qui font des analyses des études plus poussées peuvent dire que il y a une progression, mais encore aujourd'hui, 48% des enfants québécois subissent de la violence psychologique dans une année. Donc on voit bien que la violence éducative ordinaire, elle existe encore, et même plus de 25% des violences physiques au moins une fois dans l'année. Donc ces violences éducatives ordinaires, et c'est bien normal, elles n'ont pas encore disparu, et elles ne sont pas forcément à traiter uniquement, et parfois même pas, sous l'angle du pénal, en fonction de leur, je dirais, du type de violence dont il s'agit. Et là, sur la prévention, il nous semble qu'il y a vraiment un gros manque, et qu'il faudrait une politique de prévention et d'accompagnement des familles bien plus conséquente que ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Voilà, et je voulais aussi rappeler, je voulais aussi rappeler que les violences faites aux enfants, elles sont de multiples sortes, avec différents degrés de gravité, et qu'elles relèvent d'une grande diversité de situations qui nécessitent des approches différentes et adaptées à chacune. Parce que parfois, les discours sont peu nuancés et stigmatisent souvent le père comme un père violent, sans prendre en compte l'ensemble des facteurs qui conduisent à la violence, qui peut d'ailleurs être une violence d'une mère, je le rappelle, les violences faites aux enfants, c'est pas que les pères non plus. Et que voilà, là encore, pour parler de ce que les Québécois font, ils peuvent indiquer ils ont une approche plus précise des violences en distinguant les différentes formes, les 4 facteurs qui conduisent à la violence, avec les facteurs individuels, relationnels, environnementaux et sociétaux. Et on ne peut pas traiter les violences faites aux enfants sans ignorer l'ensemble de ces facteurs pour pouvoir apporter des approches, pour pouvoir essayer d'améliorer la situation. Merci beaucoup, madame. Ouais, Merci, madame la présidente. Mesdames les députés. C'est bon. Alors, je vais plutôt insister effectivement sur la spécificité du juge aux affaires familiales par rapport au juge des enfants, puisque l'articulation, même pour nous, un professionnel, parfois pose difficulté dans l'articulation de nos décisions. D'emblée, je dirais que le juge aux affaires familiales, il est en prise directe avec les réalités de la société, puisqu'il est saisi à l'initiative des parties qui lui demandent de trancher un litige, et c'est dans ce cadre-là qu'il est, dans beaucoup de situations, notamment au tribunal de Bobigny, fait état de violence, donc rapportée par un des parents, ou à l'occasion de l'audition d'un enfant, puisque s'agissant des procédures devant le juge aux affaires familiales, et lorsque l'enfant est concerné, l'audition de l'enfant est de droit lorsque l'enfant en fait la demande. Ce qui, là encore, peut aussi poser des difficultés, puisque si cette démarche, elle est tout à fait louable de la part de l'enfant de demander à être entendu, la difficulté que nous, on peut rencontrer, c'est de déterminer dans quelle mesure c'est sa volonté d'être entendu et de pouvoir déterminer la sincérité des propos qui sont tenus, notamment lorsque les enfants sont impliqués dans des situations de conflits familiaux massifs, parfois instrumentalisés par un parent et parfois venant en tant que porte-parole d'un des deux parents. Et donc ça suppose de notre part une analyse assez fine, l'expérience nous aidant ensuite à déterminer ce qui relève effectivement de la volonté propre de l'enfant. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre contentieux, puisqu'il est régi par la procédure civile, certes, ce qui parfois peut être une difficulté dans la mesure où la procédure civile suppose que le juge statue conformément à ce que les parties apportent elles-mêmes et les preuves qu'elles apportent au soutien de leurs prétentions, ce qui, là encore, pour nous, nécessite de faire un travail entre les éléments qui sont produits afin de déterminer quel est l'intérêt de l'enfant. Et effectivement, le principe cardinal qui guide notre procédure, c'est l'intérêt de l'enfant qui est consacré dans notre droit, mais également par des conventions internationales. Et c'est vraiment le maître mot de notre procédure qui relève de l'autorité parentale. Et effectivement, dans le cas de nos procédures, on peut être amené à faire des signalements au parquet, notamment lorsqu'il est fait état de violence, que ce soit de la part d'un parent ou à l'occasion d'une audition d'un enfant qui, alors qu'on avait au préalable tenu les débats en présence des parents, il n'était pas fait état de violence. L'enfant nous révèle, dans le cas de cette audition, des violences physiques, sexuelles ou de toute autre nature. Dans ce cas-là, nous, on a une voie principale qui est de faire un signalement au parquet. Et ce qui, là encore, compte tenu de notre procédure, le fait que nous devons rendre une décision à l'issue des débats, fait que nous nous retrouvons avec des éléments que nous devons appréhender sans que l'enquête pénale, si une enquête pénale est en cours, n'ait encore abouti. Parfois, les personnes présentent une requête et
communique des dépôts de plaintes qui ont été déposés en 2020, 2021, et on ne connaît pas l'issue de ces plaintes. Et on doit malgré tout statuer et prendre une décision qui nous semble être la meilleure et dans l'intérêt de l'enfant, sachant que pour nous, je pense, en tant que juge d'affaires familiales, il faut toujours essayer de nous départir de la nature du conflit parental, qui est parfois très important, et de situer l'enfant au milieu de ce conflit parental, puisque parfois, il faut aussi le reconnaître, les parents utilisent les enfants dans le conflit qui les oppose, et l'enfant devient un instrument du conflit, et ce qui là aussi génère des véritables souffrances pour l'enfant, et qui constitue une violence qui n'est peut-être pas appréhendée de manière habituelle, puisque tant qu'il n'est pas question de violence physique ou sexuelle, on a plutôt tendance à mettre sur le côté ce type de violence, mais un enfant impliqué dans un conflit familial très important génère chez lui des souffrances, et nous on peut le constater dans beaucoup de nos procédures. Donc là, sur le lien avec le parquet, sur le plan pénal, à part nos soins transmis pour faire état de situations de violence, mais la loi prévoit déjà dans la coordination avec les juges des enfants des dispositifs, puisqu'il est fait obligation aux juges familiales de vérifier dans chaque dossier s'il existe ou non une procédure ouverte en assistance éducative. Alors ça, je dirais que c'est la théorie, compte tenu du caractère massif de notre contentieux, c'est difficile parfois de devoir vérifier à chaque fois. C'est surtout les parties qui nous font état à l'audience qu'il existe une procédure en assistance éducative. Et à Bobigny, on a demandé à pouvoir accéder à l'applicatif métier des juges des enfants qui s'appelle Winner, ce qui fait que nous-mêmes, on peut vérifier s'il existe une procédure et ensuite consulter le dossier auprès du juge des enfants. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai été un peu long et je reprendrai pour la suite. Non, mais je regarde le temps, c'est à peu près dans les mêmes eaux que votre collègue. Non, mais on va reprendre après, vous inquiétez pas, on a le temps. Monsieur Karakoc. Oui, merci. Je vais être du coup très, très bref pour le compte de la Conférence nationale des procureurs de la République. C'est à ce titre que j'ai été convié. Vous rappelez que le parquet, il est à la croisée de tous les chemins. Il est le réceptacle des procédures pénales, il est le réceptacle des signalements des collègues juges des enfants, il est le réceptacle des signalements du conseil départemental, d'un certain nombre d'informations qui émanent de l'éducation nationale, d'associations, de partis, et que la difficulté pour le ministère public, qui a un rôle majeur à jouer dans la protection de l'enfance, c'est la coordination de cette action, le traitement de cette information, outre, ça vous a été évoqué par mes deux collègues, donc je serai très bref, outre les délais d'enquête, mais qui sur l'aspect pénal est quand même une problématique majeure en général, mais une problématique majeure, en particulier dans le domaine de la protection de l'enfance, parce que les enquêtes devraient pouvoir être priorisées, ce qui n'est pas toujours le cas. L'arsenal juridique, vous êtes là pour y réfléchir. Très honnêtement, il y a toujours des améliorations à la marge qui sont possibles. Moi, je le trouve déjà très largement étayé, très développé. Dans la théorie, la question, c'est plus d'une application pratique. Je crois que si vous avez voulu entendre les magistrats, c'est aussi pour avoir le retour de ce qui se passe et de terrain. Moi, je ferai un parallèle avec le Grenelle des violences conjugales. S'il y a bien une politique publique qui a marché en matière de prévention des violences, je n'ai pas dit qu'elle était un succès total et qu'il fallait s'arrêter. Mais si on a bien vu un progrès considérable entre avant et après, c'est dans le domaine des violences conjugales avec la mobilisation qui a été celle du Grenelle. Et vous avez parlé, Madame la Présidente, de la mise en œuvre des pôles vifs. J'y viendrai dans un instant, là encore très brièvement. Je crois que c'est quand même un modèle à suivre en termes à la fois de mobilisation des pouvoirs publics, mais aussi de mobilisation des moyens. La justice, elle se plaint toujours de ne pas avoir assez de moyens. Elle est de moins en moins audible avec les budgets que vous lui avez accordés ces dernières années, ce dont nous vous remercions vraiment sincèrement. Mais moi, j'ai coutume de dire qu'avec plus, elle fait mieux. Voilà. Et les violences conjugales s'en sont la démonstration. Dans un tribunal de taille moyenne, comme celui de Dijon,
le recrutement d'une personne chargée de mission en matière de lutte contre les violences conjugales, ça a permis de passer un gap qualitatif considérable dans l'échange d'informations au sein de la juridiction, avec les juges des enfants, avec les juges des affaires familiales, avec les juges d'application des peines, à l'extérieur de la juridiction, avec nos partenaires associatifs, avec la déléguée à l'égalité femmes-hommes de la préfecture. Bref, on s'aperçoit qu'avec une seule personne, quand le recrutement est bien fait, on arrive à créer une synergie qu'on n'arrivait pas à créer auparavant. On arrive à faire les recherches que les juges aux affaires familiales ont du mal à faire dans Winner parce que la personne elle est dédiée à cela. On arrive à faire des protocoles sur lesquels on n'arrivait pas à avancer parce que personne n'était là tout simplement pour y réfléchir et pour les rédiger. Et je pense que s'il y a vraiment un modèle à prendre pour passer, et c'est votre objectif en tout cas, c'est ça que j'ai compris, là aussi un seuil dans la protection judiciaire en tout cas de l'enfance, il faudra regarder ce qui s'est fait en matière de violence conjugale. Les pôles vifs, c'est très séduisant, c'est très intéressant. Moi j'ai quand même le sentiment que l'enfance, elle y rentre par la petite porte. Elle y rentre par la porte du mineur témoin de violence conjugale, de plus en plus du mineur victime de la violence conjugale subie par sa mère de la part de son père ou du conjoint de sa mère, mais que même si c'est un pôle violence intrafamiliale, la violence exercée exclusivement sur le mineur, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique, on est encore à la marge. C'est-à-dire qu'on les appelle pôles vifs, mais en pratique, c'est encore quand même beaucoup, en tout cas à Dijon, je ne veux pas généraliser, mais des pôles lutte contre les violences conjugales. Est-ce qu'il faut les élargir? Sûrement. Est-ce qu'il faut créer à côté un chargé de mission lutte contre toutes les violences exercées à l'égard des enfants, et pas que les violences familiales, parce qu'il y en a d'autres dans le milieu scolaire, dans le milieu institutionnel. Il y a les phénomènes de bande qui nécessitent d'être pris en compte. Je crois que ce serait vraiment un levier pour la justice, en tout cas pour les procureurs de la République qui sont un petit peu au centre de tout ça et puis qui doivent relancer des procédures, des enquêtes qui tardent et qui n'ont pas les moyens de le faire, et puis qui doivent mettre en relation procédures civiles, procédures pénales, qui doivent rendre compte de l'activité publique. Tout cela, la création de chargés de mission comparables à ceux des violences conjugales, c'est, me semble-t-il, un levier très important. Voilà, merci beaucoup. On va vous redonner la parole après en fonction des questions. Monsieur Rosenzweig. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais essayer de tenir en 2 minutes chrono puisque c'est ce qui était demandé. Mais... Alors, j'ai autorisé 4 là, comme vous avez pu voir, donc vous avez 4 minutes. C'était un brin d'humour. Pour prolonger ce que disent mes collègues, et bien entendu, je ne peux pas ne pas partager, mais bénéficiant pour une fois du bénéfice de l'âge. J'étais le plus jeune partout où je suis passé, là je suis le plus vieux. Simplement élargir le focus, pas seulement comme magistrat, mais comme responsable associatif, comme membre de la SIAZ ou comme enseignant sur les questions des violences faites aux enfants à Nanterre. Et pour ne pas l'oublier, une réaction par rapport à ce que vous disiez en entame. On ne peut pas ne pas être, bien sûr, choqué par le drame de cette gamine de 14 ans qui a été amenée à suicider. Mais la question est-elle, est-ce que c'est son accueil hôtelier qui est en cause ou le non-accompagnement éducatif? Vous avez su voter dans la loi 2022, l'accompagnement éducatif obligatoire pour les tiers dignes de confiance. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait pour les gamins qui sont accueillis d'une manière générale hors du domicile parental? C'est ce que nous proposions, ce n'est pas ce qui a été retenu. Je ne sais pas qui en est à l'origine, c'est une erreur. On peut rattraper le coup puisque vous l'avez déjà prévu pour les tiers. Il suffit d'étendre. Tout gamin, enfin tout mineur, accueilli hors du domicile familial doit faire l'objet d'un accompagnement éducatif, point barre. Reste à trouver les moyens, on en parlera dans 5 minutes. Voilà. Donc maintenant sur les 6 sujets très rapidement, mais simplement en termes de notation. Sur juge pour enfants, juge aux affaires familiales, en entendant bien sûr la difficulté d'articulation, mais ce n'est pas un sujet qui est d'aujourd'hui, à la fois pour des ministres de comprendre ce qui se joue et pour des magistrats même pour comprendre leur articulation. Il y a, j'allais dire,
un écueil à éviter, qui est de vouloir supprimer l'un au bénéfice de l'autre. Grosso modo, pour parler très concrètement, l'assistance éducative qui serait donnée au juge d'affaires familiales, ce qui permettrait au juge pour enfants de se concentrer un peu plus sur la délinquance juvénile. Il ne faut pas oublier ce petit détail. C'est oublier une considération majeure. C'est que les deux juridictions ne produisent pas la même chose. Leur objet n'est pas le même. L'un, il est de distribuer le droit au regard de la loi nationale dans la situation concrète, qui doit exercer les responsabilités parentales. L'autre, le juge pour enfants, il est là pour protéger la personne de l'enfant. C'est deux choses différentes. L'un, il travaille avec le code civil, l'autre, il travaille avec le travail social. Deuxièmement, problème très technique, très compliqué, l'une, c'est une procédure d'ordre privé entre deux parties, l'autre, c'est une procédure d'ordre public. Exemple, le dossier. Le dossier du juge pour enfants, le greffier ne peut pas s'en séparer, il lui appartient. Il ne peut pas donner son dossier au JAF. Par ailleurs, dans le dossier du juge pour enfants, il va y avoir des enquêtes sociales qui concernent le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le grand-père, etc. Le conflit devant le JAF va concerner deux personnes qui ne sont peut-être pas celles. Donc il y a des problèmes aussi de confidentialité. En d'autres termes, travaillons sur l'articulation et effectivement, deuxième point, je pense, et je vous rejoins à 150%, sur le fait qu'on joue petit bras sur les pôles, j'arrive jamais à m'intégrer. Je pense qu'effectivement, on joue petit bras, petit 1, parce qu'effectivement, c'est une démarche de coordination institutionnelle. Personnellement, je pense que sous l'autorité du procureur, autorité au sens organiser la réunion, pas autorité au sens d'imposer une articulation sur chacune des affaires, visiter chacune des affaires qu'on aura repérées grâce à Winner. Qu'est-ce que tu fais, toi, juge pour enfants? Qu'est-ce que tu fais, toi, JAF? Quand l'affaire qui est à l'instruction va passer là? C'est plus une coordination institutionnelle. Il y aurait lieu de transmettre vos dossiers. C'est, dans cette affaire-là, comment il y a coordination. On joue petit bras. Et effectivement, on joue petit bras sur ce que vous disiez, par une vision étriquée. Mais comme dit l'autre, la vie, c'est de franchir les étapes les unes après les autres. En d'autres termes, l'épaule, à mon avis, c'est une avancée. C'eût été une erreur de voter, comme ça a été voté à un moment donné, la création de juridictions spécialisées. On n'en avait ni les moyens, on n'avait pas les moyens de la généralisation. Là, c'est plus pragmatique, c'est plus concret. Troisième point, sur les mesures non exécutées. Je rencontrais encore la présidente du tribunal pour enfants de Bobigny actuelle dans le métro l'autre jour qui me disait qu'il fallait entre 1 an et 18 mois pour que les mesures éducatives en Seine-Saint-Denis soient exercées. Ça pose le problème, et ce n'est pas polémique ce que je vais dire, des moyens que les conseils départementaux mettent à disposition des juridictions. Mais les moyens qu'ils mettent à disposition, c'est ceux que l'État lui a donnés via la dotation de fonctionnement. Donc ce n'est pas les conseils départementaux ou certains qui seraient pas bons et l'État qui serait bien. Donc on rejoint donc le problème de l'articulation et la demande d'États généraux que nous faisions, d'articulation dans les responsabilités de la puissance publique entre l'État et les collectivités territoriales. Deuxièmement et fondamentalement, et je rejoins sous un autre angle ce que vous disiez les uns et les autres, voter la loi c'est facile, la mettre en œuvre c'est plus dur. Il faut trouver les hommes et les femmes qui demain vont mettre en œuvre ces mesures éducatives. Nous ne les avons pas. Quelle suite va-t-on donner au livre blanc sur le travail social? Le juge pour enfants que je suis, si je prononce une mesure mais qu'il n'y a pas d'éducateur qui puisse la mettre en œuvre, à quoi ça sert? Et je m'aime, et on revient, j'en arrive à la civile tout à l'heure, libérer la parole, on va te protéger, mais s'il ne se passe rien, c'est de l'escroquerie. Et là, la puissance publique, une nouvelle fois, et on dira c'est l'État, parce que le département, les gens ne connaissent pas, c'est l'État. Il a démissionné, il nous a abandonnés. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, il y a une vraie question, et pour rejoindre ce que disait Mme Goulet tout à l'heure, parce que vous connaissez le sujet par cœur, mais il faut le dire, d'autres ne le connaissent pas à ce point-là, l'institutionnalisation est un vrai problème à l'heure actuelle. Il y avait 110 000 enfants qui étaient pris en charge en fin d'année dans les années 90, qui étaient accueillis physiquement, puisque je ne parle jamais de placement. On place un objet, on accueille un enfant. Aujourd'hui, c'est 170 000. Je laisse de côté les mineurs étrangers isolés, les 36 400. Si on parle que de France, d'enfants nés en France, on est passé de 110 000 à 170. Où est l'erreur? L'erreur, elle est simple. Et on n'arrive pas à les exécuter. L'erreur, elle est simple, et personne ne le dit politiquement. C'est que tous les dispositifs d'aide, de proximité aux familles sont actuellement défaillants. La santé scolaire, le service social scolaire, la PMI, le rapport Perron, 18 départements qui ont supprimé la prévention spécialisée. Mais si vous n'êtes pas aidé avec la famille élargie d'abord, dit le projet de loi, si vous n'êtes pas aidé les familles en difficulté ensuite, eh bien, tout ça va se terminer dans le bureau de l'inspecteur de l'enfance et dans le bureau du juge pour enfants. Alors, deux derniers points à très de vitesse, l'imprescriptibilité. C'est l'exemple même, on s'est battu pour modifier les choses sur 40 ans, on ne va pas entrer dans les détails. C'est aujourd'hui très symbolique. Le vrai problème qui est posé, grâce à la circulaire notamment Dupond-Moretti de 2022, c'est que la justice ne se rend pas que dans la justice. La justice, elle peut se rendre à travers la justice restaurative en dehors. Le fait que le prédateur sache que quoi qu'il arrive, il y aura une enquête de police et que ça sera su ce qu'il a fait,
C'est la meilleure des préventions. Dernier point, la Civise, en une phrase. Là où j'étais très déçu, c'est le chapitre prévention. La question est de savoir pourquoi y a-t-il encore 5,5 millions de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, dont 3 millions en famille. Ça veut dire que culturellement, quelque part, l'inceste est encore intégré. Et on va améliorer les dispositions pour rendre justice aux enfants. Personnellement, moi, l'enjeu politique, c'est est-ce que dans 5 ans, il y aura encore 5 millions de personnes? Et une préconisation que nous avions proposée n'a pas été retenue dans le rapport que nous avons déposé avec Dominique Youf en 2014, c'est de permettre à l'enfant d'être l'acteur de l'enclenchement de la procédure pénale. Pas seulement pouvoir porter plainte au tribunal, mais via un administrateur ad hoc, de pouvoir engager une procédure pénale contre ceux qui l'ont agressé. Ça, c'est les droits des enfants. Merci beaucoup. En tout cas, on reboucle avec la première intervention sur la nécessité de prévention. Voilà. C'est une bonne conclusion de ce premier tour de table. Je propose à nos collègues d'intervenir. Dans un premier temps, j'avais Madame Servan-Hugues. Oui. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, le groupe Renaissance vous remercie pour votre présence sur un sujet qui nous importe tous ici. Je m'attarderai sur le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJAIS, qui est un outil pour lutter contre la récidive des auteurs d'infractions sexuelles. Il permet de les identifier, de les recenser et de les localiser. La loi du 21 avril 2021 prévoit l'inscription automatique des auteurs de délits et crimes commis sur les mineurs à ce fichier. Ainsi, les juges peuvent prononcer une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole au contact des enfants. Cette interdiction vaut également pour les professionnels en contact avec les enfants en établissements médico-sociaux, tels que prévu par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. La proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir, actuellement examinée au Sénat, et vous allez voir où je veux en venir, prévoit que lorsque le directeur d'établissement est informé de la condamnation non définitive ou d'une mise en examen d'une personne en contact avec un mineur ou majeur en situation de vulnérabilité, il peut prononcer à l'encontre de cette personne une mesure de suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente. Aussi, que pensez-vous de cette suspension temporaire prononcée avant tout jugement? Et plus largement, les juges se saisissent-ils de la faculté qui leur est faite de prononcer une peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle ou bénévole en contact avec les jeunes en cas d'inscription au FIJAIS? Merci. Merci beaucoup. Madame Maximi. Merci beaucoup. Donc, Madame Maximi pour le groupe La France Insoumise. En fait, la présidente a pris les devants vis-à-vis de ce qui s'est passé dans mon département la semaine dernière, mais je voulais intervenir là-dessus. Je voulais intervenir sur le décès, le suicide de cette jeune fille, cet enfant de 15 ans, placé à l'hôtel. Alors la question, est-ce que c'est le manque d'accompagnement ou le placement en hôtel? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Et en fait, je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai plutôt une interpellation à mes collègues. Je voulais savoir à quoi on servait réellement ici. Moi, je suis extrêmement en colère de ce qui vient de se passer, d'avoir mes collègues éducateurs au téléphone m'expliquer ce qui s'est passé, m'expliquer qu'encore une enfant est décédée alors qu'elle était protégée par l'aide sociale à l'enfance, placée en hôtel, alors que nous avons adopté une loi il y a 2 ans, dont les décrets n'ont pas été pris, qui doit être effective demain. Nous n'avons plus de ministre en charge de l'enfance. Je n'ai personne à qui m'adresser, à relayer. C'est les enfants dont on se fiche, en fait, socialement. Moi, franchement, je suis vraiment à la fois en colère, mais vraiment révoltée parce que on se dit peut-être que ses parents sont même pas forcément au courant, que socialement, voilà, c'est pas ces enfants dont on parle. Et pourtant, c'est nos missions ici, en tant que parlementaires et encore plus membres de la DDE, c'est qu'attendons-nous pour agir? La protection de l'enfance, elle s'effondre, et avec elle entraîne des vies d'enfants. Et le problème, c'est que les constats, on les fait depuis longtemps, on les partage, et il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, et même quand il y a des lois qui sont adoptées pour améliorer cette situation, on ne prend même pas les décrets. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que dans notre pays, des enfants, des mineurs de 15 ans, peuvent être seuls dans un hôtel, malgré un accompagnement, malgré une décision de magistrat qui leur donne une protection? Alors moi, j'ai plein de questions, mais je ne vais pas les poser aujourd'hui. Je vais vraiment faire partager la colère qui est celle de mes collègues du département. Moi, je suis éducatrice spécialisée, c'était mon travail. Et d'avoir mes collègues en pleurs qui m'appellent pour m'expliquer qu'ils n'ont rien pu faire et qu'on abandonne des enfants aujourd'hui dans des hôtels, mais aussi dans des services d'accompagnement qui manquent de moyens. Et on peut parler effectivement de justice. Moi, j'ai envie de demander aussi aux magistrats comment on fait quand on ne peut pas exécuter des mesures. Et pas que des mesures, des placements. Aujourd'hui, dans de nombreux départements, nous avons des enfants qui patientent au domicile parental alors qu'ils sont victimes de violences
d'urgence, avec des manques de place. Alors, il y a plein de choses, évidemment, qui sont effondrées, mais on n'a plus de professionnels, on n'a aucune politique qui vise à recruter des gens, à améliorer la situation des professionnels, à mieux les rémunérer. On a mis Parcoursup dans les écoles de formation, qui est délétère, en fait, pour recruter des futurs travailleurs sociaux. Il faut supprimer Parcoursup, il faut augmenter les salaires, il faut surtout faire en sorte qu'il y ait une vraie loi qui réforme la protection de l'enfance et qui donne les moyens. Nous avons des départements qui désobéissent à la loi, qui refusent d'accueillir des mineurs non accompagnés. Nous n'avons aucune réaction de la ministre en compétence. Moi, je trouve ça inacceptable. Notre rôle de parlementaire, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Merci. Et là-dessus, il y a des choses à dire. Merci, Madame Maximi. Alors, ce cycle d'audition est bien pour qu'à terme, on arrive à aboutir de manière coordonnée pour modifier effectivement des choses qui restent encore à modifier. Je passe la parole à Madame Santiago. Oui, merci Madame la Présidente, merci pour vos propos. Moi aussi, je voudrais évidemment m'associer à la pensée qui a été faite pour cette jeune fille. Je ne connais pas l'histoire, ce n'est pas mon département, je ne le sais qu'à travers l'actualité, mais en tout cas, je veux m'associer bien évidemment à la pensée de ce qui relève de la protection de l'enfance, avec en fait cette difficulté que il y a, c'est inacceptable, ça on le sait, mais on sait aussi le poids que ce texte a eu, les contournements qui ont essayé d'être faits pour gagner du temps sur une demande qu'on avait fait et formulée fortement à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait plus d'enfants à l'hôtel. Il y a eu une dérogation de 2 ans supplémentaires, des décrets qui ne sont pas parus. Et je suis sûre que pour demain, à l'échelle nationale, je n'ai pas le chiffre du nombre d'enfants qui sont encore à l'hôtel et qui y seront demain matin, parce que sinon ils seraient à la rue. Mais voilà, c'est quelque chose qui me paraît, en tout cas pour nous qui sommes très engagés sur les questions de l'enfance, qui nous paraît extrêmement compliqué et qui, des fois, en effet, je rejoins ma collègue qui fait de la colère sur les situations que nous rencontrons. Moi, j'aurais juste, et très rapidement, et je m'excuse parce que du coup, je voulais faire ce petit mémo juste un peu avant, mais j'aurais deux questions. Tout d'abord, la justice civile, pour vous, les délais d'attente que vous avez, et sur l'AEMO. Parce que quand on dit les mesures ne sont pas appliquées par les départements, moi-même, j'ai été vice-présidente d'un département pendant 12 ans, et en fait, la réalité, c'est qu'on avait, nous, pour régler ce problème-là, on avait fait un partenariat très fort, un protocole avec le tribunal pour qu'on puisse travailler de bonne manière, parce que les décisions d'un juge dans son bureau, le département, il n'en est pas informé le soir même. Il n'a pas une liste de l'ensemble des mesures qu'ils vont couvrir. Moi, c'était 8 millions d'euros, pour donner cet exemple très concret, 8 millions d'euros pour les AEMO. Mais tout d'un coup, oui, c'est juste important parce que comme je me permets. Et il faut qu'on ait le temps de répondre. Oui, mais je fais vite. 8 millions d'euros sur des décisions qui sont faites annuellement. Quand on passe à 12 millions, il faut juste que j'ai le temps de voter le budget, de faire un appel à projet. Moi, j'avais la volonté politique et donc on le faisait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce travail doit se faire. L'accusation tout le temps des départements, je crois qu'il faut qu'on arrête. État contre département, je vous le dis, c'est mortifère et on n'avance pas et ça bloque après dans tous les textes de loi. Merci, il faut Isabelle. Absolument qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Francesca Paschini. Pas de questions. Donc j'ai Monsieur Olivier Servat. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Merci à vous de prendre le temps de nous éclairer. 2 questions. Jusqu'à très peu de temps, les mineurs pouvaient être en centre de rétention administrative. Je parle des mineurs étrangers. Est-ce que vous avez une vision de la situation de traitement judiciaire de ces mineurs-là? Deuxième question, je viens de la Guadeloupe, territoire d'outre-mer. Il est acquis que les ressources judiciaires sont un peu moins importantes en Outre-mer qu'en Hexagone. Est-ce que là aussi, vous avez une analyse et des propositions à faire concernant la prise en charge de ces mineurs en Outre-mer? Merci. Merci beaucoup. Et comme il nous reste 2 collègues, je crois, qui veulent intervenir, comme ça, après, vous aurez tout le loisir de répondre. Madame Janvier. Merci. Moi, je voulais vous interroger sur l'affaire Pauline Bourgoin, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette affaire. C'est cette mère qui s'est rendue compte début 2022 qu'il y a eu des soupçons d'inceste
sur sa fille de la part du père de cette fille. Et elle a donc alerté les services sociaux et elle s'est retrouvée avec la perte de la garde de sa fille qui a été placée en famille d'accueil pendant 6 mois. Elle a médiatisé son affaire et elle a retrouvé ensuite sa fille, la garde de sa fille début 2023. Il y a eu des allers-retours parce qu'elle a refusé de présenter l'enfant à son père. Mais toujours est-il que suite à cette médiatisation, elle a reçu des dizaines de témoignages. Elle a été soutenue par des associations comme Protéger l'enfant et We to Stop Child Abuse. Et finalement, elle a mis en lumière son combat, qui est celui d'autres femmes, qui est que quand les femmes dénoncent des incestes de la part d'un conjoint, eh bien, elles se retrouvent dans une situation où finalement elles sont elles-mêmes mises en accusation et l'enfant peut se retrouver placé au motif de ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. Et donc c'est un combat qui est important, qui a été soutenu par Isabelle Santiago notamment, par Laurence Rossignol. La ministre s'est exprimée à ce sujet, mais voilà, je voulais avoir votre vision des choses parce qu'il y a un vrai sujet qui concerne ce que nous dit aussi la Civis, des centaines même de cas. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, je vais vous laisser répondre, juste vous rappeler les quelques questions que je vous avais posées avant vos... Donc, c'était la place du tiers digne de confiance. Comment on fait en sorte qu'on ait plus de tiers digne de confiance mis en place ? Comment vous faites pour avoir un suivi de vos décisions ? Typiquement, je pense que c'est pas vous qui avez demandé à ce que cette jeune fille soit placée en hôtel. Donc, comment vous assurez de ce qui est mis en place une fois vos décisions prises ? Je pense que c'est aussi intéressant et peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer à ce niveau-là. Quelle place faut-il donner à l'avocat dans ces procédures civiles et judiciaires, et surtout civiles, parce que judiciaire, il est présent. Et du coup, je vous avais posé, mais vous l'avez un petit peu évoqué, monsieur le juge aux affaires familiales, c'est comment est-ce qu'il faut qu'on mette en place cette ordonnance de protection de l'enfant comme on a pour les femmes, puisque vous venez de nous indiquer qu'effectivement, vous faisiez un signalement auprès au procureur. Est-ce qu'il faut vous donner, et peut-être c'est intéressant aussi d'avoir l'avis du procureur et de la juge des enfants, est-ce qu'il faut vous donner cette possibilité-là aussi, comme on fait pour les femmes, c'est-à-dire cette ordonnance de protection, de mettre cette possibilité-là dans vos mains, d'avoir une ordonnance de protection immédiate pour les enfants. Donc je vous laisse vous organiser pour les réponses à toutes ces nombreuses questions pour mes collègues. Allez-y. Le même ordre, je vais essayer de donner quelques points sur les différentes questions. Je vais quand même revenir sur la question de la coordination juge des enfants, juge aux affaires familiales. Il y a un point de coordination qui est quand même important, qui est que, et la Cour de cassation l'a rappelé en octobre 2021, le juge des enfants, il n'est pas compétent pour suspendre des droits de visite et d'hébergement d'un parent non gardien. C'est une compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Et pour moi, là, il y a un trou dans la raquette en termes de protection immédiate, puisque, effectivement, quand il y a un danger immédiat ou une violence avec des suspicions quand même relativement avérées de violence au domicile d'un parent gardien, un procureur de la République peut prendre une ordonnance de placement provisoire de l'enfant, à charge pour le juge des enfants de confirmer ou infirmer. Il a un délai de 15 jours à partir de sa saisine. Quand on est sur des droits de visite et d'hébergement, il n'y a pas de mécanisme, aucun. C'est-à-dire qu'on laisse... Alors parfois, le procureur va indiquer à un enquêteur qui reçoit une mère et un enfant qui a dénoncé des violences, va indiquer oralement qu'il n'y aura pas de poursuite si la mère ne remet pas l'enfant aux parents pour le droit de visite et d'hébergement, mais fondamentalement, ça repose sur le parent tout seul et qui ne respecte pas la loi. Donc moi je questionne, nous on questionne à l'association, on sait pas, on est en train de réfléchir à cette coordination JEJAF parce qu'il y a beaucoup de points de tension, on est en train d'y travailler. Voilà, on fera sans doute des propositions à un moment notre association là-dessus, mais on est en train d'y travailler avec vraiment la règle d'or pour nous qu'a rappelé M. Rosenzweig, qu'il ne faut surtout pas que le juge des enfants ne soit plus sur l'assistance éducative et le pénal et qu'on les regroupe. Donc ça, c'est notre position, mais en tout cas, il y a des problématiques d'articulation. Donc sur les droits de visite et d'hébergement, la question qui pourrait se poser, c'est pas forcément d'une ordonnance de protection immédiate, parce que ça va noyer complètement les juges aux affaires familiales, mais faut-il qu'à un moment, les parquets aient la possibilité, comme ils ont la possibilité de faire une ordonnance de placement provisoire, dans des cas où il y a vraiment des éléments
suffisant de faire une ordonnance de suspension des droits de visite et d'hébergement à charge de saisir le juge aux affaires familiales, qui aurait lui aussi un délai, peut-être pas aussi court que le délai de l'ordonnance de placement provisoire, pour statuer et pour confirmer ou infirmer cette ordonnance de suspension. Parce que redonner quand même, le juge aux affaires familiales en parlera, mais donner encore plus d'ordonnances de protection, encore plus immédiates sur tous les sujets dans un délai extrêmement court. Le juge aux affaires familiales, il a 6 jours pour l'ordonnance de protection. Nous, on a 15 jours pour l'ordonnance de placement provisoire, mais parce qu'il y a une décision du parquet qui a été prise à un moment. Donc voilà, il y a quand même ce premier sujet qui est important en termes de coordination. Et un autre sujet du côté des affaires familiales, quand même aussi, que si on revient sur les violences, c'est quand même dans le contexte des séparations. On sait aujourd'hui quand même que rester ensemble au domicile dans une situation extrêmement conflictuelle est générateur de violence. Pendant longtemps, les lois sur les affaires familiales ont favorisé le fait qu'on ne se sépare pas, y compris quand la situation est extrêmement conflictuelle. Et il y a encore des parents qui ne quittent pas le domicile parce qu'ils attendent que les choses soient réglées sur qui va avoir le domicile du côté des affaires familiales. Comment est-ce qu'on peut à un moment influer sur le fait de privilégier que quand on est dans une très grande conflictualité, les parents se séparent et que ça n'ait pas d'incidence sur le déroulement de la procédure des affaires familiales à venir. Ça pourrait quand même permettre que, parfois, dans des situations extrêmement conflictuelles, les parents se séparent avant que la violence intrafamiliale prenne des proportions importantes. Ça, c'est les 2 points que je voulais mentionner là-dessus. Sur les points que vous avez posés, le placement de tiers dignes de confiance. Work in progress, on va dire. Pour l'instant, on n'y est pas encore du tout suffisamment, mais il y a quand même beaucoup de départements qui se sont emparés de ce sujet pour créer des services d'accompagnement des tiers dignes de confiance. Du côté des juges des enfants, il y a encore un work in progress aussi, parce que la loi n'est pas encore forcément complètement respectée sur la demande d'évaluation systématique. Voilà, c'est aussi un changement de culture, mais qui est vraiment à favoriser et à valoriser. On est quand même au tout début du processus, mais il faut, je pense, pour ça, comme pour les autres dispositions de la loi, parce que les lois de protection de l'enfance ont apporté plein de dispositions extrêmement intéressantes qui sont quand même plus ou moins appliquées selon les territoires et par les départements et par la justice. Il faut quand même dire les deux. Moi, je ne mettrai pas que les départements sur le sujet. Il faudrait en tout cas, peut-être qu'il y ait un peu plus de... peut-être parfois de moyens de contrainte, ou en tout cas que l'État gère un petit peu plus ce sujet-là pour permettre une meilleure égalité sur le territoire, sur tous les sujets, sans être forcément dans la confrontation permanente État et département. Le sujet de l'hôtel là, que vous avez mentionné, c'est effectivement un sujet très préoccupant. Nous, on a toujours été contre les prises en charge hôtelières. Maintenant, on sait aussi que les départements, cette année, ont accueilli 30% de plus de mineurs de MNA, et que c'est énorme. Oui. Ah oui. C'est énorme pour un département d'assumer ça d'un coup. Et on voit, à 2 reprises, on a eu comme ça, je crois que c'était 2016 ou 2017 aussi, qu'il y a eu les premières arrivées massives. Et ça a de fait déstabilisé complètement les départements qui se sont retrouvés très vite dans une situation un petit peu impossible. Donc il y a ça, et puis il y a aussi certains départements qui ne jouent pas le jeu. Mais il faut avoir conscience qu'il y a plusieurs problèmes qui se télescopent, et que ce qu'a dit M. Rosenzweig, qui est exact aussi, c'est l'augmentation extrêmement forte du nombre d'enfants placés sur le territoire, et qui pose quand même des problèmes, même quand ils sont pris en charge, y compris pas dans les hôtels, dans certaines structures éducatives. Les conditions de prise en charge sont quand même parfois pas du tout optimale. Donc, on a des vraies difficultés sur la protection de l'enfance aujourd'hui. Sur les délais de prise en charge des mesures, alors c'est inégal sur le territoire, mais effectivement, ils sont dans beaucoup de territoires, ils sont beaucoup trop importants. Et là aussi, ça génère de la violence, ça génère des situations qui dégénèrent. Et les mesures de milieu ouvert sont encore trop le parent pauvre. C'est-à-dire que le placement explose, le placement coûte beaucoup plus cher, et les mesures de milieu ouvert, y compris les mesures de milieu ouvert renforcées, qui sont celles qui sont les plus utiles, sont un peu le parent pauvre. Elles coûtent beaucoup moins cher, mais les départements, complètement pris à la gorge par la nécessité de trouver des places supplémentaires de placement, ont du mal à se poser
pour réfléchir un peu à plus long terme et créer des dispositifs suffisants en milieu ouvert. Bon, comme j'ai déjà beaucoup parlé, je laisse peut-être la parole aux autres, même sur le sujet. Juste quand même dire que la FMJF, pour le coup, avait pris une position pas forcément favorable à l'imprescriptibilité pour les violences sexuelles, aussi parce que, y compris aujourd'hui, maintenant que les délais ont fortement augmenté, c'est extrêmement complexe quand même de mener à bien au bout les procédures. Et quand les procédures, et que pour les victimes, finalement, ça les confronte à quelque chose de parfois extrêmement difficile. Aujourd'hui, très clairement, les procédures très anciennes, elles sortent uniquement lorsque l'auteur reconnaît. Voilà. Et donc, c'est pas. Et si l'auteur reconnaît, on pourrait se dire que ça peut travailler aussi dans des dispositifs de justice restaurative, parce que fondamentalement, ça correspond à un besoin des personnes. Donc, nous, on est quand même très réservés là-dessus, parce qu'on trouve que ça place quand même les victimes, au terme du processus, dans quelque chose de nouveau, très violent. Merci beaucoup. Monsieur Bert-Dupré, vous voulez réagir ? Madame la députée est partie, mais pour répondre à sa question sur les délais, par exemple, nous, à Bobigny, entre la requête que présentent les parties et l'audience, on a à peu près 8 mois. C'est-à-dire qu'il faut attendre 8 mois avant que les parties voient le juge. Et je rejoins ce que je disais dans mon propos liminaire, dans des situations qui sont déjà conflictuelles, le temps nécessairement ne joue jamais en faveur de l'enfant, puisque le conflit ne fait que s'exacerber. Et lorsqu'ils arrivent devant nous, on est loin d'avoir des situations apaisées, mais au contraire, parfois des situations qui, entre le dépôt de la requête et l'audience, ont envenimé, donnant lieu à des plaintes, des violences, que ce soit à l'égard des parents, mais également à l'égard des enfants qui, eux, se retrouvent pris dans ce conflit très important. Et traditionnellement, ce que je voulais dire, c'est que le juge d'affaires familiales n'est pas un juge de l'urgence, traditionnellement. C'est un juge civiliste, c'est-à-dire que la procédure est régie par la procédure civile, qui est une procédure au long cours, souvent, puisque nous avons différents contentieux. Le contentieux donc, qui relève de l'autorité parentale relève d'une procédure orale, donc on rencontre les parties, elles présentent leurs demandes dans le cadre d'une audience orale, mais par exemple la procédure de divorce, elle, est régie par une procédure écrite, ce qui fait qu'on rencontre les parties une première fois afin de prendre des mesures qui vont s'appliquer de manière provisoire, mais la procédure peut prendre plusieurs années. Et entre-temps, lorsqu'il se passe des incidents, lorsqu'il fait état des violences, ça, nous, on n'en a connaissance que par les conclusions que prennent les avocats des parties. Et par conséquent, on est juste face à des dossiers papier et on doit statuer, modifier des décisions provisoires à partir de ces éléments en papier. Et là, c'est vrai qu'il y a une question de temporalité qui n'est pas en notre faveur, puisque autant en procédure orale, on appréhende une situation à un instant T, on prend une décision qui nous semble la plus opportune, mais lorsque la procédure dure, notamment dans les procédures de divorce, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à appréhender ce phénomène des violences. Dans les échanges de conclusions qui peuvent prendre plusieurs mois, c'est vraiment du temps qui passe, et là, c'est vrai que ça peut aussi donner lieu à des signalements au parquet, mais nous, en tant que juge d'affaires familiales, dans ce cas-là, on se sent un peu impuissant, parce qu'on constate des situations de violence et sans aucun moyen pour agir tout de suite. Sauf que, effectivement, le juge d'affaires familiales, au gré des réformes, est devenu un juge de l'urgence, notamment via les ordonnances de protection qui ont été dévolues au juge d'affaires familiales. Et c'est vrai, alors je parle du seul tribunal que je connais, qui est Bobigny, et je crois qu'on est le service qui rend par année le plus d'ordonnances de protection en France. On a dû rendre un peu plus de 300 cette année, en 2023. Chaque jour, on a 4 créneaux qui sont réservés à des ordonnances de protection. Et s'agissant de l'urgence, c'est vrai que le juge familial, ce que je considère, c'est que si on lui donne davantage de pouvoir, en tout cas pour statuer rapidement, il faut que cela puisse s'accompagner de possibilités d'investiguer. C'est-à-dire qu'on nous demande de statuer très rapidement l'ordonnance de protection à compter du moment où on donne une date donc, à la requérante qui demande une ordonnance de protection. On a 6 jours pour statuer. Mais dans ces 6 jours, en fait, au final, on n'aura que ce que les parties vont nous apporter. C'est-à-dire, on ne peut compter que sur les avocats qui vont constituer les dossiers. Et je vais un peu, pour avoir un propos un peu trivial, mais c'est celui qui aura constitué le meilleur dossier, en réalité, qui aura raison. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une demande
aux fins d'obtenir une ordonnance de protection que le juge y fait droit. Là encore, on se retrouve avec notre procédure civile. C'est la charge de la preuve, c'est celui qui rapporte la preuve de ce qu'il avance. Même si on a une lecture plus littérale du texte, c'est vrai on passe souvent outre les seules pièces qui nous sont communiquées pour apprécier, et ça c'est l'intérêt de la procédure orale, pour apprécier les situations et entendre les personnes que nous avons devant nous pour apprécier au mieux les situations. Mais je pense que cela devrait s'accompagner de moyens d'investigation que nous n'avons pas ou peu. On peut, le cas échéant, dans les procédures orales, ordonner des mesures d'enquête sociale ou des expertises, mais là encore, on le fait à la marge dans la mesure où on a peu de moyens. Peu d'associations en fait, sont capables de prendre en charge des dizaines de mesures d'enquête sociale. Donc, on sélectionne les dossiers qui nous semblent les plus sensibles pour ordonner une mesure d'enquête sociale qui donne lieu à un rapport. On reconvoque les parties et à partir de ce rapport et des débats, on rend une décision qui, cette fois, est définitive. Mais ça se fait à la marge nécessairement compte tenu du peu de moyens. Et s'agissant de ces ordonnances donc de sûreté, c'est ainsi que la Civis les nomme pour les enfants, c'est comme pour les ordonnances de protection. Et effectivement, nous, l'urgence, on commence à pouvoir la gérer parce qu'on a de plus en plus de compétences urgentes qui relèvent de l'urgence. Mais je pense que ça devrait pouvoir s'accompagner de moyens supplémentaires, d'investigation, de pouvoir être dans un partenariat plus important avec les services d'enquête, puisque sinon, on se retrouvera comme dans les situations d'ordonnance de protection où on s'en tient aux éléments qui nous sont produits. Ce qui peut être une difficulté parce que la charge de la preuve, nécessairement, c'est pas parce que on ne fait pas droit à une demande d'ordonnance de protection, par exemple, que la personne n'est pas en réalité victime. C'est juste que nous, au regard des éléments qui nous sont produits, dans la motivation que nous devons faire en droit, on n'a pas suffisamment d'éléments. Alors, dans ce cadre de l'ordonnance de protection, c'est vrai que le parquet émet toujours un avis, et donc là, il nous apporte les éléments qu'il a en sa possession, les enquêtes en cours, etc. Mais parfois, c'est vrai qu'on se retrouve avec peu d'éléments au final. Sur l'urgence, voilà ce que je voulais dire sur la nécessité de moyens qui doivent accompagner ces nouvelles compétences. Et ça, pour reprendre ce que ma collègue disait sur notamment les parents qui ne sont pas séparés pour des raisons parfois de nécessité, le juge familial, le texte prévoit qu'il statue donc sur ces modalités de l'autorité parentale, de la résidence, du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant dans les situations où les parents sont séparés. Alors c'est vrai que on peut se retrouver dans des situations assez complexes qui ne permettent pas d'appréhender ces situations où les parents ne sont pas séparés. Et donc là, peut-être qu'il pourrait y avoir une évolution à ce niveau-là où il y a la volonté de séparation, mais pour des questions de nécessité, cette séparation n'est pas effective, et ce qui pourrait permettre dans ces cas-là d'étendre notre compétence dans ce domaine-là, puisque nous, on doit aussi constater que les parents vivent séparés. C'est à partir de là qu'on est compétent pour prendre des mesures qui relèvent de l'autorité parentale, de la résidence et du droit de visite et d'hébergement. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Et si pour l'urgence, alors peut-être que pour répondre à cette question des ordonnances de protection pour les enfants, il existe tout de même dans le Code de procédure civile des procédures urgentes pour pouvoir saisir le juge aux affaires familiales rapidement, ce qu'on appelle les assignations à bref délai, où les parties présentent au juge, donc il y a un juge concrètement chaque jour à Bobigny de permanence, qui reçoit ces demandes au fin d'être autorisé à assigner à bref délai. Et au regard des éléments, si le juge estime qu'il y a urgence, on a des créneaux horaires qui permettent d'assigner cette fois à 1 mois, voire à moins d'1 mois. Donc on passe de 8 mois à 1 mois pour pouvoir connaître de la situation. Et dans le service, on est entre JAF tous d'accord pour dire que dès qu'il est fait état de violence, que ce soit conjugale ou à l'égard des enfants, on autorise dans la plupart du temps ces assignations. Donc ce sont des situations qu'on appréhende plutôt via cette procédure qui existe déjà. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Très rapidement, parce que j'ai identifié assez peu de sujets pénaux, il y a votre question, madame la députée, sur le FIGE. Vous dire que je pense que c'est un dispositif qui fonctionne bien tel qu'il existe, tout comme les peines complémentaires d'interdiction d'exercer une activité mettant en lien avec des mineurs. Le vrai trou dans la raquette, mais j'ai pas de solution, c'est pendant l'enquête préliminaire,
et à la suite du classement sans suite. Je m'explique. Vous avez rappelé qu'on pouvait inscrire une personne non définitivement condamnée au FIJES dès lors qu'elle était mise en examen. Les mises en examen, c'est des informations judiciaires, c'est 3% des procédures. 97% des procédures, elles sont traitées par le procureur en préliminaire, sans mise en examen possible. Et quand on a une personne mise en cause dans une enquête préliminaire pour ce type de fait, elle n'est pas inscrite au FIJES le temps que dure l'enquête. Et malheureusement, cette enquête, elle peut durer très très longtemps. Je pense qu'il serait totalement inconstitutionnel d'inscrire au FIJES quelqu'un qui est visé par une enquête préliminaire, puisqu'il suffit d'être nommé dans une plainte sans aucun élément venant étayer cette plainte pour qu'on soit visé dans une enquête préliminaire. Donc, quand je disais que c'était un trou dans la raquette, je n'ai pas réellement de solution. Mais la vraie difficulté, c'est ces enquêtes préliminaires et c'est leur durée. Je ne connais pas l'affaire Pauline Bourgeois, mais c'est sûrement une situation extrêmement désagréable, mais elle l'est d'autant plus qu'elle dure. Avoir la même situation dans une enquête que l'on arriverait à faire en 3-4 mois, elle serait très désagréable pour Mme Bourgeois, elle serait très désagréable pour la personne visée par Mme Bourgeois si elle était innocente, mais au moins cette situation très désagréable ne durerait pas très longtemps. Le vrai sujet, je pense, c'est la durée des enquêtes préliminaires. Aussi des classements sans suite, parce que tout comme mon collègue juge des affaires familiales vous a dit qu'il arrivait de refuser des ordonnances de protection, ce qui ne veut pas dire que la personne n'est pas victime, tous les jours au parquet, on classe sans suite des procédures en se disant que certainement la victime est victime, mais qu'on n'en apporte pas la preuve et qu'on ne pourra pas en apporter la preuve devant le tribunal correctionnel et que personne ne pourra en apporter la preuve. Donc, dans une sorte de bénéfice du doute, qui n'est pas le bénéfice du doute tel que la juridiction le prononce, mais un peu avant, en anticipant le bénéfice du doute, le procureur il classe infraction insuffisamment caractérisée, mais en se disant peut-être que la personne visée, contre qui je n'ai absolument aucune preuve, est de nature à être un prédateur. Et là, on n'a pas de solution non plus, évidemment. On ne peut pas inscrire à un fichier quelqu'un à qui on dit qu'on ne lui reproche rien de manière caractérisée. La seule solution, c'est l'article 11 du Code de procédure pénale qui permet au procureur de communiquer sur des procédures en cours et que nous utilisons parfois, notamment lorsqu'on est interrogé par un président de conseil départemental, par exemple, en disant « je dois recruter telle personne, j'ai appris qu'elle avait été visée dans une enquête, qu'est-ce que vous pouvez me dire ?» Et où on lui répond « l'enquête a été classée sans suite, faute d'infraction caractérisée. Je puis néanmoins vous indiquer que dans cette enquête, je l'ai fait très récemment, la personne mise en cause avait reconnu avait nié les faits reprochés, mais avoir tenu des propos inappropriés à l'égard d'une mineure. Ce qui peut donner des éléments à un conseil départemental pour soit ne pas recruter, soit faire en sorte que la personne ne soit pas en lien avec des mineurs, mais on ne peut pas faire davantage. Voilà. Donc le FIJES, il fonctionne bien, mais il ne couvre pas malheureusement tout le spectre. La question de l'imprescriptibilité, on vous l'a dit, la vraie question, c'est la question de la preuve. Quand on est 40, 50 ans après des faits, il n'y a qu'une seule charge qui permet des poursuites, c'est les aveux. Et force est de constater que parfois la prescription, elle permet des aveux, pas des poursuites, mais elle permet des aveux qui sont importants pour la victime parce que le mis en cause sait qu'il n'y a plus de risque pénal et il reconnaît. Et on peut rentrer dans une logique de justice restaurative ou au moins de reconstruction de la victime. Le risque, s'il n'y a plus de prescription, c'est qu'il n'y a plus du tout d'aveux. Y compris longtemps après, parce qu'il y a un risque pénal. Il y a des victimes aussi qui attendent la prescription pour déclarer les faits, parce qu'elles ne veulent pas affronter l'épreuve, la véritable épreuve qu'est une procédure judiciaire. Donc honnêtement, j'entends la symbolique de cette mesure, j'entends l'intérêt
humain de cette mesure, mais alors en pratique, je pense que les effets de bord sont plus contestables que les atouts. Voilà. Monsieur le député, je suis désolé, j'ai aucune expérience sur les CRA, et n'en ayant pas sur les mineurs. Simplement, on a eu le ministre de l'Intérieur en visioconférence il n'y a pas très longtemps avec le garde des Sceaux, qui nous a assuré que ça n'était plus du tout la politique du ministère de l'Intérieur de mettre des mineurs en CRA, et que la quasi-totalité des personnes, en tout cas les directives qu'il donnait, que les personnes placées en CRA sont des étrangers en situation irrégulière et ayant commis des infractions pénales, puisque c'est sa priorité de reconduite. Voilà, je peux juste vous répondre ça sur ce point. Alors, je vais faire une toute petite entorse, si vous me permettez, Monsieur Rosenfeld, c'est que ma collègue souhaite réagir a priori. Je pensais l'avoir allumé, pardon. Je voulais rebondir, Monsieur le procureur, par rapport à ce que vous venez de dire sur l'imprescriptibilité. Alors, il me semble qu'en Espagne, on a déplacé le délai de départ de la prescription en le faisant démarrer à 30 ans au lieu qu'à 18 ans en France. Est-ce que vous pensez qu'un allongement déplacer le début de la période de prescription de 18 à 30, est-ce que ça peut avoir un effet bénéfique versus une imprescriptibilité? Je n'y ai pas réfléchi. Les cas où j'ai été confronté à cette date butoir de la prescription et qui m'a empêché d'exercer des poursuites avec des victimes qui avaient dénoncé des faits et des dossiers dans lesquels j'estimais qu'il y avait des charges suffisantes, ils sont d'abord extrêmement rares et surtout ils sont de plus en plus rares. Enfin, c'est des cas où les règles de la prescription qui s'appliquent étaient antérieures aux diverses lois récentes et certaines très récentes qui ont pu retarder. Et changer aujourd'hui le point de départ ne changera pas la situation de ces personnes. Donc honnêtement, il faudrait que j'ai des cas en tête pour vous dire que ça a un apport, mais je n'en ai aucun, parce que je pense que le législateur a répondu à ce qui était un vrai besoin. Il y a répondu de manière progressive et aujourd'hui, l'arsenal est suffisant. Simplement, il n'est pas rétroactif par définition, et heureusement. Et les seules frustrations que je trouve encore dans mon exercice professionnel avec la prescription, c'est lié finalement à une telle ancienneté des faits que les lois nouvelles ne trouvent pas encore à s'appliquer. Merci beaucoup, Monsieur Rosenfeld. Oui, merci. Pour prolonger sur ce sujet, effectivement, on vient de loin. Hein. On a fait démarrer la prescription de la majorité. On a allongé les délais de prescription. On les a réallongés en 2016 quand vous avez allongé les droits communs. Vous avez introduit une initiative passionnante, enfin, à mon avis tout à fait intéressante, qui est la prescription glissante, notamment par rapport aux serial violeurs, etc. Alors maintenant, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la prescriptibilité? Ça, c'est un débat politique à avoir dans la conception des droits de l'homme, des droits humains que nous avons en France par rapport à d'autres pays, même qui nous sont proches. Est-ce qu'on met sur le même pied? On pourrait l'argumenter. Hein. Quand on est à ce niveau-là d'inceste dans un pays comme le nôtre, on pourrait parler quelque part de crime contre l'humanité. Moi, je le dis par provocation, parfois. Mais est-ce qu'on le met sur le même pied que l'Holocauste, ceci, cela? Il y a une hiérarchie des normes. Et ce pays-ci, qui a un rôle politique, il n'a pas de pétrole, mais il prétend se battre pour les droits humains, il faut qu'il soit cohérent dans le message qu'il renvoie universellement. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est un vrai faux problème. C'est un problème de sensibilité, mais parce que je comprends que les gens victimes, notamment, s'accrochent à cette mesure-là, mais ce qui est important, c'est que ça change pour eux concrètement. C'est qu'elles soient réellement, par leur environnement et par la société, reconnues par les victimes et l'autre comme le prédateur. Et là, il vous faut faire monter cette idée que la justice ne passe pas que par l'institution judiciaire, elle passe par d'autres formes de reconnaissance, avec les dangers d'ailleurs d'excès. Est-ce que la justice médiatique est meilleure que la justice judiciaire? Ça, c'est les problèmes politiques que vous devez gérer, que le Parlement doit gérer. Personnellement, je pense que ce n'est pas le vrai problème. L'urgence des urgences, c'est de faire en sorte que les policiers aient la possibilité, plus souvent que c'est le cas, de mener les enquêtes sur des faits qui sont prescrits pénalement, c'est-à-dire qu'ils ne donneront pas la possibilité d'engager des poursuites,
mais que justice va être rendue parce que le policier ou le procureur dira « Monsieur, l'enquête a été menée, vous êtes vraiment coupable. Je ne peux pas vous poursuivre, mais vous êtes vraiment coupable. » Et c'est ce que la victime demande. Moi, je l'ai vu comme juge pour enfants, hein, les gamins qui étaient violentés dans mon cabinet, ou que je voyais dans mon cabinet ou au tribunal, ils ne me demandaient pas que l'autre soit condamné. Ils me demandaient que je dise qu'ils avaient été victimes. Au passage, ce qui est intéressant dans le débat, c'est qu'on remet dans sa juste dimension ce qu'est la prescription. La prescription, ce n'est pas l'oubli des choses. La prescription, c'est seulement la paralysie de l'action pénale. Mais il y a d'autres manières. Alors, je parle avec mon expérience de la SIAZ, là, pour le coup. Ce qu'on a essayé de faire par rapport aux victimes de l'Église de France, de montrer que l'institution Église pouvait rendre justice aux victimes, et pas seulement en voyant condamner celui qui avait commis les faits matériels, qui pouvaient être décédés d'ailleurs, enfin les faits concrets, qui pouvaient être décédés. C'est un vrai débat. Pour répondre très vite à monsieur le député, petit 1, CRA, moi je pense plutôt de zone d'attente. Les mineurs étrangers isolés qui arrivent sans documents peuvent être placés en zone, sauf erreur, il faut que je vérifie les délais, mais 2 jours renouvelables une fois, puis ensuite via le JLD, 8 jours. Donc il y a un délai dans lequel des mineurs isolés. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que des mineurs qui sont avec leurs parents, est-ce qu'ils doivent être placés dans un centre de rétention? Avec, bien entendu, cette idée que les parents ils viennent demander protection en France, c'est pas pour s'évader. Donc les retenir alors qu'ils ne veulent pas partir, c'est abracadabrant, il y a peut-être d'autres réponses à mettre en place. Et deuxième chose sur les ultramarins, je vous ai préparé ma carte pour vous dire qu'on ne sait pas grand-chose, on ne relaie pas grand-chose de ce qui se passe dans les ultramarins, Mayotte, la Guadeloupe, enfin la Guyane, etc. On a mis en place au sein du Conseil national de la protection de l'enfance une commission ultramarine que je préside. Donc si on peut prendre contact, on va alimenter avec comme idée que toute décision qui serait préconisée par le Conseil national de la protection de l'enfance serait toujours revérifiée au regard de ce qui se passe dans les ultramarins qui à la fois sont la République, mais aussi ont une culture et des modes de régulation d'un certain nombre de problèmes. Donc ils doivent respecter la République et dans le même temps, ils ont leur mode spécifique. Bon, j'ai répondu très globalement à votre réponse. Pour aller sur les questions que vous posiez, Madame la Présidente, sur les tiers dignes de confiance, c'est amusant et c'est très français qu'une bonne idée soit, j'allais dire, captée à un moment donné et soit pervertie en devenant une institution. J'ai inventé, quand j'étais jeune, les opérations d'été en direction des enfants pendant l'été quand ils n'avaient rien à faire. Ça a été inscrit au plan. On a inscrit l'imagination au plan. Moi, je voulais simplement qu'on coordonne mieux les institutions. Eh bien, regardez ce que vous avez voté il y a quelques années. L'accueil à domicile. Nous le préconisions comme étant une modalité pour préparer un retour à la maison ou préparer un départ. C'était quelque chose. Maintenant, on crée des services d'accueil à domicile. On yoyote de la touffe. Enfin, quelque part, non mais je plaisante parce qu'il faut plaisanter, c'est la meilleure manière de faire passer le message. Sur les tiers dignes de confiance, c'est une fantastique avancée que nous avons eue en 1958, que le juge pour enfants puisse mobiliser quelqu'un en qui il a confiance. Vous, maître, pendant ce week-end, je sais que vous êtes tout seul, est-ce que vous pourriez m'héberger tel gosse? Je vous fais confiance, vous me le ramenez lundi. Parce que je sais que si je la place, entre guillemets, à l'aide sociale, à l'infirmerie, elle va voir fuguer. Eh bien, ce qui était une mesure, j'allais dire, de bon sens, de pratique pragmatique, c'est en train de devenir une institution. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez avoir un problème politique à gérer. C'est que vous l'avez dit, madame, on est en train de mettre en place des services de recrutement de tiers dignes de confiance. Mais il va falloir d'accompagnement. Oui, mais attends, mais c'est pas sur les tiers. J'anticipe d'une étape parce que... Non, mais attendez. Je pense que c'est l'étape suivante. C'est l'étape suivante. C'est l'accompagnement. Mais après, ça va être le recrutement des tiers. Donc, je dis simplement, non, mais attendez, il faut toujours prévoir une étape à l'avance, sinon... et donc, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, on va entrer en conflit avec les assistants familiaux. Alors, c'est très bien, me semble-t-il, qu'on ait mis en place dans la loi, mais ça existait déjà, hein, avec le Code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance devait être informée, elle devait prendre en compte les conséquences financières de l'accueil par le tiers de l'enfant, non pas rémunérer le tiers, mais assumer financièrement. C'était déjà dans la loi, avant la loi 2022. Et deuxièmement, il devait y avoir un accompagnement qui n'était pas mis en place. Vous avez mis d'une manière explicite ce qui était plus ou moins implicite. Je dis simplement, il ne faut pas que ce recours à un tiers, qui est une révolution à mon avis, dans ce que vous avez voté en 2022, vous avez voté quelque chose qui est révolutionnaire vers la désinstitutionnalisation de la prise en charge des enfants. Il ne faudrait pas que ça soit perverti. Bon, c'est une inquiétude. Très vite, sur l'avocat, mais en une phrase, pour ne pas reprendre les débats que vous avez eus ici en commission, d'expérience, hein, l'avocat devant le juge pour enfants ne tient pas le même rôle que l'avocat devant le juge aux affaires familiales. L'avocat devant le juge familial plaide un dossier de l'une des deux personnes, et puis il y a un conflit. Devant le juge pour enfants, l'avocat, je l'ai vécu, je pourrais donner des illustrations, il s'inscrit dans la durée et il co-construit une réponse
éducative que le juge pour enfants, d'ailleurs, n'a pas nécessairement le premier jour de son intervention. L'intervention va durer 1 an, 2 ans, plus souvent 3 ans, 4 ans. Et j'ai des exemples d'avocats qui ne se sont pas contentés de plaider tel ou tel droit, mais d'accompagner et de permettre la construction de la mesure éducative. Ce qui veut dire quoi? Bien entendu, les avocats peuvent tenir les deux rôles, mais ça pose un problème de recrutement et de formation. À ces deux logiques qui ne sont pas les mêmes. Sur l'ordonnance de placement de protection dont vous parliez, pourquoi pas? Mais je dis simplement, vous allez être confronté à un problème qui est l'articulation entre le JAF qui prend une ordonnance de protection pour enfants parce qu'il y a des violences et le juge pour enfants qui a vocation à intervenir quand un enfant est en danger. Alors peut-être que vous pouvez régler le problème en rendant obligatoire la saisine du juge pour enfants après que le JAF ait rendu une ordonnance de protection. S'il rend une ordonnance de protection, c'est qu'il y a une situation qui est grave, qu'il y a une situation de danger. Et bien, comme le procureur peut saisir le juge pour enfants, comme le juge pour enfants peut s'autosaisir, comme l'enfant peut saisir le juge pour enfants, peut-être qu'on pourrait faire en sorte que le JAF ait la possibilité ou l'obligation, enfin, ça ne va pas rentrer dans les modalités, mais pour articuler et pour ne pas retomber sur les problèmes que vous posiez tout à l'heure. Sur la question que vous posiez, madame, sur le FIGES, moi je ne répondrai pas pénalement, mais je répondrai en tant qu'employeur. Il y a une obligation pour l'employeur, public ou privé, de prendre les dispositions qui sont conformes à la gestion du service. Quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle, c'est ça l'enjeu, est-ce qu'il est en situation d'exercer la mission pour laquelle l'administration ou l'association l'a recruté et l'a positionné? Je pense que le droit du travail permet, sauf erreur, mais le droit du travail permet une suspension ou un déplacement de la personne pour que le service, et notamment pour nous, association de protection de l'enfance, on est sur une mission de service public. Et donc, il s'agit de protéger les enfants. Voilà. Merci beaucoup. Ah, pardon. Non, c'était le dernier point, mais par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur les mesures non exécutées, on est sur vraiment un vrai problème politique. Comment une autorité comme le président du conseil départemental, quelqu'un qui est bien assis, bien connu, reconnu, qui fait travailler ses services, notamment la CRIP, fait le diagnostic d'une situation d'enfant en danger. Comment le procureur de la République, qui est un notable localement, et qui a vérifié que le procureur de la République avait bien fait, que le président du conseil départemental avait bien fait son boulot. Et deuxièmement, il a vérifié, loi de 2007, que le président du conseil départemental ne peut pas en faire plus que ce qu'il a déjà fait. Donc le procureur de la République, avec son autorité, saisit le juge. Le juge, avec son autorité, recevant tout le monde, décide qu'un enfant est en danger. Et la mesure n'est pas exécutée. C'est 3 autorités de la République qui sont défiées. Il faut s'attendre à ce que dans les temps qui viennent, comme contre la France, il y a eu des plaintes pour non-respect de la Convention internationale, il y a demain des personnes qui engagent des plaintes pénales ou des plaintes civiles pour non-exécution des décisions judiciaires. La responsabilité de l'État pourrait être engagée, ou les responsabilités du président du conseil départemental pourraient être engagées. On va vers ça, hein. Et c'est pas souhaitable. C'est franchement pas souhaitable. Pardon, j'étais un peu long et un peu provocateur. Merci beaucoup. Juste sur le tiers digne de confiance, quand je l'ai protégé, c'est parce qu'il me semble qu'à une époque, avant de placer un enfant, on regardait si dans la famille, une tante, un oncle pouvait l'accueillir. Et moi, je sens une dérive depuis plusieurs années où, à partir du moment où des parents sont défaillants, c'est l'ensemble de la famille qui est considérée comme défaillante. Mais la loi que vous avez votée est bonne. Et c'est pour ça que j'ai souhaité ardemment que ce soit mis dedans pour que cette solution soit envisagée par les juges. Parce qu'on a effectivement la partie enquête sociale qui souvent dit « ah bah, et j'ai un cas d'une collègue députée à l'heure actuelle où on dit sa sœur est défaillante, donc même ma collègue députée est défaillante, elle ne peut pas accueillir sa jeune nièce. Enfin, à un moment, on ne peut pas faire poser sur des générations et des familles élargies peut-être un dysfonctionnement d'une famille. Et c'est pour ça qu'effectivement, on avait besoin. Après, ce qui ressort, c'est qu'on a quand on est un oncle ou une tante, des fois on a déjà 3 ou 4 enfants, on en récupère 2 ou 3 en plus. On a peut-être besoin d'un accompagnement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on met en place ces accompagnements. Et je vais laisser répondre Madame le juge qui voulait là-dessus. Moi, j'aimerais bien aussi qu'à terme, on parle un peu plus des accueils durables bénévoles. C'est-à-dire où on n'ait pas ce lien financier qu'il y a dans les familles d'accueil. Alors, effectivement, d'abord, sur le placement tiers digne de confiance, quand on englobe sous placement tiers digne de confiance le placement membre de la famille et tiers digne de confiance, dans la très grande majorité des cas, 95% des cas, c'est du placement membre de la famille. Donc, c'est quand même le placement famille élargie. On est en France extrêmement mauvais par rapport à la plupart des pays sur les accueils dans la famille. On est archi-placement institutionnel. Et avec toutes les difficultés qu'on voit aujourd'hui dans le placement institutionnel, dans les ruptures de parcours, dans ces gamins qui n'ont pas de famille, qui finissent par pas avoir du tout de famille sur lesquels ils peuvent s'accrocher, parce que les gamins
qui sont accueillis, qui ont la chance d'être accueillis dans le cadre d'un placement dans une famille d'accueil dans laquelle ils resteront tout leur parcours, c'est quand même une minorité des enfants accueillis en protection de l'enfance. Donc, on sait que les parcours sont très, très cassés, on est très mauvais, on a baissé, les chiffres ont baissé, c'est-à-dire qu'on est à 6% de placements tiers dignes de confiance en France, c'est vraiment très ridicule par rapport à la plupart des autres pays. Donc, et les services d'accompagnement tiers dignes de confiance, ça n'est pas du tout des services qui sont chargés de recruter des tiers dignes de confiance, mais bien de mettre en place un accompagnement global qui permette à la fois de soutenir le tiers digne de confiance, d'assurer les droits de visite des parents, et de faire en sorte que ces placements tiennent, parce que jusque-là, effectivement, ils étaient très mal accompagnés et les tiers dignes de confiance étaient laissés beaucoup plus seuls face à toutes les difficultés qu'ils rencontraient qu'une famille d'accueil. Donc l'idée, c'est quand même de mieux les accompagner. Voilà, donc enfin, moi, j'y suis extrêmement favorable et je pense que culturellement, il y a un gros changement du côté des juges, mais du côté des travailleurs sociaux, parce que il y a quand même aussi un certain nombre de travailleurs sociaux qui considèrent toujours, pas partout, c'est pas du tout équivalent partout, hein. Il y a des endroits où c'est beaucoup moins considéré comme ça, que la grand-mère, quand même, ça va être une concurrence avec la mère. Moi, je rappelle qu'il y a quand même aussi pas mal de concurrence quand même, enfin en tout cas de conflits de loyauté pour les enfants, entre les familles d'accueil et les familles d'origine aussi. Donc ce sujet du conflit de loyauté, il existe également quand on est sur un placement en famille d'accueil en tout cas. Ça c'était là-dessus. Et l'accueil durable bénévole, mais oui, bien sûr, mais ça revient à enfin appliquer le principe de subsidiarité qui a été voté en 2007 et qui est encore pas appliqué. Parce qu'aujourd'hui, on a le même taux de judiciarisation qu'en 2006. Donc il y a quand même un sujet, voilà, et un sujet dans lequel on est tous. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à faire de la subsidiarité, alors que dans d'autres pays, ça fonctionne très bien, là aussi. Voilà, et je crois qu'il y a des sujets... On veut toujours le juge. Le juge, c'est le tiers, il faut un tiers, et donc voilà, ça pose aussi toutes ces difficultés-là. Mais ce sont des sujets larges et qui voilà, comment faire... Comment faire évoluer le dispositif de protection de l'enfance, non seulement dans ses moyens, mais aussi dans sa culture et dans la façon dont les choses se font. Comment est-ce qu'on peut impulser du changement durable? Ça, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Est-ce que vous voulez répondre sur l'avocat? Parce que moi, je n'ai pas parlé sur l'avocat. L'avocat, nous, à la FMJF, on est favorable au développement des avocats pour les mineurs. Il y a quand même des questions autour de ça. Alors, je dirais que si on était sur une véritable subsidiarité, peut-être que ça serait effectivement important d'avoir un avocat systématique pour un enfant. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un système où on a beaucoup d'enfants qui viennent pour des mesures d'AEMO, pour lesquelles tout le monde est finalement favorable à leur renouvellement, et où les enfants sont eux-mêmes pas forcément en demande d'avoir cet espace-là individuel. Et par ailleurs, effectivement, si on avait un avocat derrière chaque mineur... et quel est l'âge, parce qu'il y a vraiment la vraie question de l'âge du discernement aussi qui se pose aujourd'hui par rapport à l'avocat. En tout cas, si on avait un avocat derrière chaque mineur individuel, y compris dans les mesures toutes les mesures d'AEMO, y compris les mesures consensuelles qui ne devraient pas être judiciaires, mais qui le sont quand même encore dans leur globalité, ça a quand même, sur l'office du juge des enfants, ça aurait des incidences importantes. Et par ailleurs, je suis complètement d'accord avec ce que dit Monsieur Rosenzweig sur la question de la formation, du rôle de l'avocat en assistance éducative. C'est un rôle... il est vraiment nécessaire que l'avocat soit présent auprès de l'enfant avant, pendant, après, qu'il puisse être un lien avec l'enfant, y compris pendant la mesure. Et aujourd'hui, c'est quand même pas forcément le cas. Et ça pose quand même toutes ces questions-là aujourd'hui, d'étendre le rôle de l'avocat en assistance éducative à tous les mineurs. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si l'un parmi vous a un sujet qu'il pense qu'on n'a pas évoqué et qu'il pense important de nous partager. C'est tout bon. Eh bien, je vous remercie en tout cas de nous avoir consacré votre temps et de nous avoir éclairé. Juste mes collègues, pour vous informer que sur la mission mineurs non accompagnée qui a été confiée à notre collègue, entre-temps j'ai perdu son nom, bref, Elsa, c'est ça, Elsa Fossillon. On avait M. Pouillat qui devait travailler avec elle, mais pour des raisons personnelles, celui-ci ne pourra pas assurer. Ce sera Mme Perron, du coup, qui viendra avec Mme Fossillon. Voilà, je vous remercie. Merci encore. Et merci pour ce que vous faites au jour le jour vis-à-vis de ces enfants.